Question-réponse numéro 9. Bonjour, je m'appelle Jonathan, je suis un homme autiste qui a été diagnostiqué tard dans la vie. Et de temps en temps, je fais des vidéos de questions-réponses comme ça pour répondre aux questions qui ont été posées dans les commentaires. Ça, c'est la 9e. Je suis pas un spécialiste en neurodivergence. J'ai absolument aucune formation académique là-dedans. Je parle tout le temps en fonction de ma propre expérience, de mon vécu, mes réflexions personnelles. Donc, les réponses que je donne, c'est pas des avis professionnels ou médicaux, c'est des avis personnels basés uniquement sur mon expérience. Donc, je commence avec la première question qui a été laissée sur la vidéo où je parlais d'infodumping. Quelqu'un me dit, et si ça t'intéresse d'aller souper, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu donnes plein de détails? Parce que, pour résumer un peu, l'infodumping, c'est la tendance que certaines personnes autistes ont à donner beaucoup trop de détails. Quand c'est quelque chose qui m'intéresse, mettons que ça m'intéresse vraiment beaucoup, là, tu sais, là, je vais aussi des fois donner beaucoup de détails pour essayer un peu, c'est niaiseux, là, parce que la personne m'offre quelque chose, mais de convaincre la personne que ça me tente. Puis, dépendamment de l'événement, là, bien sûr, sinon ça se peut que je dise seulement oui. J'ai l'impression que c'est un peu pire quand je dois donner une réponse négative parce que j'ai tout le temps une espèce de peur de déplaire parce que je me suis rendu compte avec le temps qu'un de mes mécanismes je sais pas si on peut dire que c'est un mécanisme de défense en tant que tel, mais de façon que j'ai trouvé de compenser pour me faire souvent me sentir inclus ou accepté, c'est de dire oui à tout. Fait que là, comme ça, les gens, ils font comme, ah, ben, Joe, il dit oui, fait qu'on va le, tu sais, fait que là, je dépanne, puis j'aide, puis là, les gens, ils apprécient à cause de ça, ce qui est pas une super bonne chose, là. Ça peut devenir facilement toxique, parce que des fois, il y a des gens qui peuvent abuser aussi, parce qu'ils savent que tu dis oui à tout, puis peu importe, là. Fait que, ouais, c'est ça, souvent, j'ai cette espèce de crainte de déplaire aux autres ou de décevoir, fait que je vais avoir tendance à compenser encore plus dans mes réponses quand c'est une réponse négative là, parce que j'ai peur de décevoir ou de faire de la peine à la personne. Mais je fais aussi, ça m'arrive aussi quand c'est une réponse positive que je dois donner. Comme je disais, des fois, j'essaie de prouver que je suis intéressé aussi. Là, ce qui est ridicule, mais c'est la vie. Je le fais. Je le fais. Fait que c'est ça qui est ça. Tout simplement. Deuxième question vraiment sérieuse. Est-ce que tu prends une médication pour ton autisme? Juste avant de répondre à cette question-là, je veux juste clarifier une couple d'affaires. Je pense pas que c'est l'intention de la personne, mais c'est pas tout le monde qui sait l'autisme en tant que tel, c'est pas une maladie. Tu peux pas attraper l'autisme, puis tu peux pas guérir l'autisme, tu sais, parce que c'est considéré comme un handicap, parce qu'en réalité, c'est les connexions du cerveau qui sont différentes d'un cerveau typique. Puis il y a pas de médicament qui va aller reconnecter le cerveau comme une personne normale. La même chose que pour une personne qui aurait un handicap, mettons qu'il manque une jambe, ben il y a pas de médicament qui vont faire repousser sa jambe, mais cette personne-là pourrait quand même prendre des médicaments pour la douleur qui est associée à ça ou d'autres choses. Puis pour l'autisme, c'est un peu la même chose. Il y a pas de médicaments qui guérissent l'autisme en tant que tel ou qui enlèvent complètement les symptômes. Mais il y a certains médicaments qui peuvent venir, c'est ça, essayer d'atténuer ces symptômes-là. Pour répondre à la question maintenant, quand j'étais plus jeune, même si j'ai été diagnostiqué quand même très tard dans la vie, je me souviens à l'école primaire, j'ai pris, pendant une très petite période de temps, j'ai pris du Ritalin. J'en ai reparlé à ma mère de ça après parce que je me rappelle, j'ai le souvenir, tu sais, d'être à l'école puis de prendre cette petite pilule-là sur l'heure du midi. Ma mère m'a dit que j'en ai pris pendant vraiment une très courte période puis qu'après ça elle l'a arrêté parce qu'elle trouvait que j'étais un peu zombie, que ça me reconnaissait plus, elle voyait c'est plus mon garçon qui est là, tu sais. Fait que j'ai pris ça, mais j'ai pas de souvenir de comment je me sentais en prenant ça, mais j'ai le souvenir de l'avoir pris. Plus tard, quand j'étais pendant mon évaluation, j'avais parlé de justement des surcharges que je vivais puis du fait que souvent je finissais ma journée puis que j'étais complètement épuisé, je devais aller faire une sieste en finissant de travailler pour être capable de continuer ma journée. Ça m'arrive encore de faire des siestes là d'ailleurs là. Puis la personne qui m'évaluait m'avait suggéré en fait d'essayer un médicament qui s'appelle l'aripiprazole. Ce qui est en fait, ce médicament-là, c'est un antipsychotique qui va être utilisé principalement pour des cas de schizophrénie, des choses comme ça. Il est parfois aussi utilisé en autisme parce que c'est... Là, je suis pas pharmacien, je travaille dans une pharmacie, mais c'est pas ma job, là. Mais je pourrais essayer de décrire un peu. Ce qu'il fait, lui, c'est que c'est un bloqueur partiel de dopamine. Fait qu'au lieu de couper toute la dopamine ou d'en donner plein, ben il va aller cibler certaines zones pour essayer de réguler la dopamine, puis ça peut parfois aider avec les personnes autistes au niveau de l'irritabilité puis un paquet d'autres choses là. Fait que je l'ai essayé pendant une brève période de temps. J'ai pris ça pendant, c'est ça, comme j'ai une petite période de temps, c'était la dose minimale.
Puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas aimé ce que ça faisait parce que je suis quelqu'un qui, à la base, tu sais, c'est plus un secret pour personne, là. J'ai beaucoup de difficultés à être en contact, si on veut, avec mes émotions, avec les sensations, tout ce qui est sensations internes de mon corps, en fait, là, autant que ça des émotions que des sensations comme la faim ou des choses comme ça. J'ai beaucoup de difficultés à les ressentir. Souvent, il faut que je prenne le temps d'arrêter pour entendre le signal interne, tu sais, là. Puis avec ça, il se passait absolument rien. Au point où, tu sais, moi, je suis quelqu'un, ma passion dans la vie, c'est la musique, tu sais, j'adore parler de musique, j'adore jouer de la musique. Si je me sens pas bien, je vais jouer de la musique, je me sens mieux après. Si je me sens bien, je vais jouer de la musique, je me sens encore mieux, fait que c'est toujours positif. Puis, à travers l'art puis la musique, cette connexion émotionnelle-là est très forte. C'est probablement la seule place où je sens que je vis vraiment à fond mes émotions, là, tu sais, là, à travers l'art. Puis il y a un matin où j'étais là-dessus, j'étais allé déjeuner avec mon bassiste avant d'aller pratiquer, parce qu'on fait souvent ça ensemble, puis il me parlait qu'il allait s'acheter une nouvelle basse, fait qu'on parlait d'instruments de musique, puis c'était comme s'il me disait, tu sais, ah oui, il faut que j'arrête à l'épicerie acheter du lait tantôt, tu sais, c'était banal, pas que j'étais pas intéressé, mais j'étais pas passionné par cette conversation-là comme je savais que je le serais normalement. Puis après, quand on est allé pratiquer, je jouais de la musique. Je chantais comme il faut, je jouais comme il faut, tout allait bien, je faisais ce qu'il fallait faire, mais j'avais l'impression d'exécuter une tâche ménagère. Vraiment, il se passait absolument rien au niveau interne, je ressentais rien. Puis non seulement je ressentais rien, mais le fait que je ressente rien me faisait rien non plus. Fait que c'est plus tard que je repensais à ça, tu sais, d'un point de vue plus logique, je faisais ces liens-là, tu sais, je traçais ces lignes-là. Puis je me suis dit, ça a pas de sens que, tu sais, je peux pas me priver dans la vie de la chose qui m'apporte le plus de bonheur, me fasse absolument plus rien. Puis là, ça m'a fait vraiment capoter, j'ai eu vraiment peur, je me suis dit, je peux pas vivre comme ça. Fait que j'ai pris la décision d'arrêter ce médicament-là. Puis soit dit en passant, là, je le dis au début de chaque vidéo, je suis pas médecin, j'ai aucune qualification clinique médicale, là. Si jamais tu prends des médicaments puis ça va pas à ton goût, parle-en avec ton médecin ou avec ton pharmacien avant de prendre quelconque décision. Là, moi, j'en ai parlé justement avec mon pharmacien, puis je savais que c'était pas quelque chose que je devais absolument apprendre, que c'était important pour ma santé, ma survie ou whatever. Là, tu sais, là, je savais que c'était une expérimentation. Je l'ai essayé, ça a pas fonctionné pour moi. C'est bien correct. Si ça fonctionne pour toi, super, je suis content, mais tu sais, c'est ça, prends pas une décision, tu sais, sur un coup de tête par rapport à de la médication qui a été prescrite. Là, c'est quand même important de voir ça avec un professionnel si c'est ton cas. Mais tout ça pour dire que ça a été les 2 seules fois où j'ai pris des médicaments là, tu sais, en relation avec ça. Puis aujourd'hui, je prends pas rien. Je fais juste essayer de mieux me comprendre, puis des fois dealer avec ce qui arrive tout simplement. Prochaine question. Si je ne me trompe pas, les autistes n'aiment pas se faire soit des accolades, câlins, bisous, etc. De quelle façon gères-tu ça? Avant de répondre, je veux juste préciser une autre chose. Ça, c'est une généralité parce que c'est pas la chose que tu parles, c'est relatif à une hypersensibilité tactile ou sensorielle dans le fond. C'est pas nécessairement tous les autistes. C'est super fréquent, c'est mon cas d'ailleurs, là, mais c'est super fréquent, mais c'est pas nécessairement tous les autistes qui vont vivre ça. Moi, je te dirais que de quelle façon tu gères ça. Premièrement, juste nommer ses limites, c'est déjà une bonne chose. Tu sais, ça arrive, mon fils, entre autres, il est super affectueux, tu sais, fait qu'il peut me faire 10 000 câlins dans une journée. Ça va, puis j'aime ça jusqu'à temps que j'aime pas ça. J'aime plus ça, un câlin, si on veut. Fait que quand je naissais, je me disais, ben là, tu sais, c'est assez, tu sais, pour l'instant, tu sais. Fait que je fais juste nommer la limite sans dire, ouais, il va tant, puis tu sais, je veux pas le priver non plus d'amour ou d'affection, là, tu sais. Puis c'est pas ça. Puis je suis quand même quelqu'un, je me considère moi-même comme quelqu'un d'affectueux, mais c'est juste que, comme je dis, tu sais, des fois, c'est agréable jusqu'à temps que ça le soit plus, puis ça dépend tout le temps du contexte pis de la personne. Tu sais, que je sais que socialement, quelqu'un qui me parle, qui viendrait me mettre une main sur l'épaule, une main sur le bras, sur la cuisse, ça, j'aime pas ça. Si l'intention est vraiment affectueuse, là, mettons, on parle, tu sais, dans un couple, là, tu sais, c'est différent parce que le contexte est différent, puis il y a déjà un lien de confiance qui est établi avec la personne. Tu sais, c'est pas n'importe qui nécessairement qui peut me toucher puis que ça va être correct, là. Puis, tu sais, mettons,
Si on parle, mettons, tu vas dans une soirée ou un souper, puis tu sais, des petits bisous sur la joue, là, tu sais, aux invités quand tu dis bonjour, quand t'arrives. C'est pas quelque chose que j'apprécie avec la plupart des gens. Ceci dit, tu sais, c'est des affaires qui durent, tu sais, donner un petit bisou sur la joue, ça dure comme 4-5 secondes. Fait que moi, bien souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le vivre, là, puis je vais, tu sais, c'est un petit inconfort, mais tu sais, ça fera pas de drame, j'aurai pas l'air du gars... j'ai peut-être pas besoin de faire ça non plus, là, mais tu sais, je le fais pareil juste pour pas que ça cause de drame, puis c'est pas non plus la fin du monde, parce que justement, ça dure comme 4-5 secondes, là, c'est pas comme si, tu sais, j'avais à me coller sur quelqu'un pendant bien longtemps, là. Fait que c'est comme ça que je gère les choses. Puis aussi, je n'ai déjà parlé un petit peu, là, mais il y a une question de quand c'est un toucher léger, mettons même juste le vent qui touche ma peau, je déteste cette sensation-là. Fait que quelqu'un qui va juste me flatter vraiment doucement, j'aime pas ça. Mais quand il y a une bonne pression, souvent c'est quelque chose au contraire que je vais vraiment apprécier. Quelqu'un qui me fait un câlin, mais qu'on dirait qu'il veut me péter les côtes tellement qu'il serre. Ça, j'aime ça parce que justement, ça crée une très forte pression. Puis je pense que au niveau de la proprioception, ça aide aussi. Fait que ça a quelque chose de réconfortant. Fait qu'il y a une question aussi d'apprendre à doser, tu sais, cette espèce de contact-là aussi, ça peut faire une différence à long terme. Oui, prochaine question. En ayant un visage poker face peu expressif, est-ce qu'il t'arrive de recevoir des confidences que tu aurais jamais voulu recevoir? Ça m'arrive tout le temps. Tout le temps. Puis je trouve ça vraiment intéressant comme cette question-là parce que j'avais jamais porté attention au fait que ça pourrait peut-être être lié, le fait que quelqu'un me dit quelque chose puis que peu importe ce que je pense ou ce que je vis, ça paraisse pas, la personne peut aussi ne pas sentir de jugement, donc se sentir en confiance et tu sais qu'elle a pas l'impression que je la dénigre ou que je la juge. Ça peut peut-être aider aussi à ce sentiment de confiance-là. Mais effectivement, j'en reçois énormément puis souvent des inconnus, tu sais, que je croise à des places qu'on dirait que je sais pas, ils sentent qu'ils peuvent se confier puis que des fois ils me racontent des trucs vraiment, tu sais, vraiment intimes, tu sais, alors que je suis un inconnu pour eux. Mais ça, je sais pas ce qui attire ça, si c'est peut-être juste ça là, que j'inspire la confiance ou je sais pas. Mais ouais, c'est quelque chose qui m'arrive vraiment souvent de recevoir des conférences, pourquoi je mélange ces mots-là, des confidences que j'aurais pas voulu recevoir, ouais. Prochaine question. Est-ce que le vieux monsieur va jouer de la musique un jour? Je vais en faire tantôt. Après les commentaires, là, je vous ferai une toune pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin ou qui vont juste skipper le vidéo parce qu'ils ont entendu ça et sont curieux. Mais je prendrai un petit instant pour faire... Je vais finir les questions avant, là. Mais ouais, je ferai ça tantôt. Ça fait une couple de personnes qui me demandent ça. Ah, peux-tu t'entendre jouer? Fait que ça va être là que ça se passe. J'ai une couple de questions aussi. Tu sais, j'ai parlé dans le dernier vidéo du cahier des émotions qui s'en vient. Il y a eu quelques questions par rapport à ça. Le cahier que tu as fait pour mieux comprendre nos émotions, est-ce qu'il va être disponible en librairie? Pour l'instant, c'est pas le cas, c'était pas le plan non plus. Question suivante là, qui est un peu liée à ça, ton livre sera-t-il en maison d'édition ou en auto-édition? Il est en auto-édition. Fait que moi, c'est pas, je peux pas faire avec une maison, j'ai rien contre ça, c'est juste que c'est un milieu que je connais pas tant. Je suis pas fermé à l'idée que d'un jour travailler avec une maison d'édition, mais c'est juste que pour moi, le chemin que je voyais qui semblait le plus simple et le plus rapide pour accomplir mon but, c'était d'y aller en auto-édition. Ce que j'ai un peu toujours fait avec la musique aussi, tu sais, les albums que j'ai fait ou quand c'est des singles ou des trucs comme ça, c'est tout moi qui ai tout produit. Fait que je suis quand même... C'est un autre milieu, mais je suis quand même habitué de gérer ce genre de projet-là de cette façon-là. Fait que c'est ça. Je suis pas fermé à un jour travailler avec une maison d'édition, mais pour l'instant, c'était le chemin qui semblait le plus logique, le plus simple pour moi de le faire directement. Fait que ce sera pas disponible en librairie, il va être disponible en ligne sur Amazon. Fait que c'est Amazon qui va le vendre partout à travers le monde, là. Puis il y a une autre question par rapport à ça, justement, après, qui disait comment puis-je me procurer le livre en France?
ben en principe, Amazon.fr devrait le vendre aussi. Fait que tu devrais pouvoir l'acheter par... c'est n'importe quel pays, dans le fond, où Amazon est présent. C'est eux qui vont vendre puis distribuer mon livre. Fait qu'il devrait être disponible partout, dans tous les pays où il y a Amazon, en fait. Là. En passant, là, je dis il devrait, mais juste un petit... Je sais pas dans quel ordre cette vidéo-là va sortir, mais il est déjà disponible. Il est déjà sur Amazon si vous cherchez le cahier des émotions ou Jonathan Boucher-Cormier. Ça devrait sortir. Il est déjà disponible en ligne. La raison pour laquelle je l'ai pas encore annoncé, c'est parce que j'attends de recevoir mes copies finales. J'ai commandé une caisse de livres pour les avoir en main propre, tu sais, quand je vais quelque part ou pour mon entourage. Fait que j'attends d'avoir la copie finale dans mes mains pour faire l'annonce officielle, mais il est déjà disponible. Ça devrait pas tarder. Là, peut-être même que je vais l'avoir annoncé avant que cette vidéo-là sorte. Je sais pas encore, mais il est déjà disponible, ouais. Prochaine question. Ah oui, c'est sur la vidéo de confession où je parlais du fait que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de réaliser que j'avais des allergies. Il y a quelqu'un qui parlait par rapport à son fils. Il disait, moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a des solutions qui fonctionnent pour ça? Je me dis que les symptômes d'allergie doivent contribuer à ces nombreux meltdowns tout l'été. C'est vraiment pas impossible que ça contribue. Moi, je me souviens, surtout quand j'étais jeune, je me faisais souvent dire ouais mais là il fait beau dehors, va jouer dehors, tu sais tu restes tout le temps dedans, tu vas pas profiter du soleil de l'été. Mais ce qui se passe c'est que moi quand je sors dehors, particulièrement en été ou des périodes où les allergies sont les plus fortes, j'ai l'impression que la planète veut ma mort, tu sais que la planète m'attaque. J'ai le soleil qui me brûle les yeux, le vent qui est pas le fun sur mon corps, des fois la chaleur que je trouve insupportable, en plus des allergies qui font en sorte que c'est ça, je suis congestionné, j'ai mal à la tête, tout ça mis ensemble, ça fait que bien souvent ce qui est une belle journée d'été pour tout le monde, c'est juste un enfer sensoriel pour moi. Fait que ouais, c'est vraiment pas impossible que ça contribue. Pour répondre à la question, y a-t-il des choses qui fonctionnent? Moi, j'ai vraiment essayé tout ce qui se faisait, tu sais, en termes de réactine, aérius, claritin, toute la patente. Ce qui fonctionne pour moi, que j'ai trouvé après plusieurs années, ça fait peut-être, je sais pas, 3-4 ans que je prends ça, c'est du Flonas, qui est un médicament qui s'appelle le fluconazole, je crois. C'est pas disponible sur les tablettes dans les pharmacies, mais tu peux, si t'as pas besoin d'une prescription pour l'avoir, tu peux, en jasant avec ton pharmacien, lui, il peut t'en proposer. Je ne sais pas, par exemple, si c'est approprié pour les enfants. Comme je dis, je suis pas pharmacien, là, malgré le fait que je travaille dans une pharmacie. Mais pour moi, ça a vraiment pratiquement réglé mon problème. Je me mets, c'est un espèce de petit vaporisateur nasal, je me mets un push dans chaque narine le matin. Puis je suis correct. Puis en période où c'est plus fort, des fois, je vais sentir un picotement ou quelque chose. Là, je rajoute 2 réactines là-dessus, puis ça fait la job. Mais ouais, ça a vraiment, pour moi, ça a vraiment changé ma vie puis ma relation avec les allergies. Je sais pas si c'est le cas, ça va être le cas pour toi, ou je sais pas non plus si c'est possible pour ton fils, dépendamment de son âge. Mais moi, pour moi, ça a fait vraiment une grosse différence au niveau des allergies. Prochaine question. En fait, c'est 2 questions, puis ça va être les dernières, parce que normalement, j'en fais 10, là, je vais arriver à 11. Je fais une petite expression. D'habitude, je suis très strict sur les règles, sur les chiffres, puis là, je vais... Non, fait que les deux dernières questions, parce qu'ils vont ensemble. Comment ça se passe quand vous êtes en colère? Puis comment vous arrivez à gérer cette émotion et à dealer avec les autres? C'est des super bonnes questions. Pour la colère, tu sais, comme n'importe quelle autre émotion, quand ça arrive, quand ça vient d'éclore, si on veut, là, la plupart du temps, je suis pas conscient que je vis de la colère. Comme n'importe quelle autre émotion, je le vis. Il y a quand même un certain décalage. Faut soit que l'émotion devienne assez forte pour que là, le signal soit inévitable, ce qui est assez souvent trop tard, là. Ou que je remarque un petit quelque chose puis je prenne le temps moi-même d'arrêter pour me concentrer sur ce que je vis pour être capable de dealer avec. Dans le cas de la colère, c'est une émotion qui est assez... toutes les émotions, en fait, là, j'ai l'impression souvent, puis je me suis rendu compte de ça justement avec le cahier des émotions, à force de noter ce que je ressens, puis pourquoi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le besoin derrière ça, je me suis rendu compte que je suis quelqu'un de beaucoup plus empathique que je pensais. Souvent, je vais avoir, mettons, quelqu'un dans mon entourage qui vit quelque chose de triste, fait que je vais me sentir triste, pas parce qu'il y a quelque chose de triste qui m'arrive directement, mais
je le vis comme par procuration. J'ai l'impression d'être un peu contaminé, si on veut. Ça fait drôle à dire, là, mais par les émotions des autres. La colère, ça fait pas exception, mais c'est encore pire parce que quand je ressens de la colère, c'est une émotion qui est pas confortable. Puis moi, j'ai souvent l'impression... j'ai envie comme de protéger les autres de ma propre colère. J'ai pas envie de contaminer les autres avec cette colère-là. Fait que souvent, quand c'est rendu assez fort que je le ressens, puis je fais comme OK, là, je suis en colère, ben un peu comme quand je vis un shutdown ou quelque chose du genre, je vais essayer de m'isoler pour aller vivre ça tout seul pour pas justement que ça déborde sur les autres. Ça peut arriver des fois des fois je m'en rends pas compte à temps là, puis je deviens plus ça m'envahit un peu plus là, la question, c'était comment ça se passe. Ben, je vais ressentir, mettons, des tensions, comme je pense que tout le monde est en colère un peu. Je vais être plus crispé. Des fois, je vais avoir le réflexe d'aller faire quelque chose de physique parce que j'ai l'impression que quand mon corps bouge, ça m'aide à évacuer cette colère-là. Puis, il y a des choses que je fais... tu sais, souvent, des fois, je vais avoir... mettons, quelqu'un me parle, je serai pas capable de répondre nécessairement parce que je vais être trop dans cette émotion-là. L'émotion va être trop forte, je serai pas capable de répondre. Puis des fois, mes gestes peuvent être plus brusques. T'sais, on peut peut-être la voir dans les gestes que je fais. Même si puis si j'essaie de le verbaliser, si je me rends au stade, ou du moins où je sais c'est ça que je vis, puis que j'essaie de le verbaliser, souvent, ce qui se passe, c'est que étant donné justement le fait que je suis pas vraiment expressif au niveau de mon visage puis dans la façon que je dis les choses, souvent je suis pas pris au sérieux de toute façon parce que je vais être super en colère, mais je vais m'exprimer comme je m'exprime en ce moment, ce qui est pas un ton de colère, tu sais là. Fait que il y a un décalage qui se fait au niveau de la compréhension chez les autres. Sinon, plus loin que ça, tu sais, je me suis rendu compte il y a à peu près un an. À partir du moment, en fait, où j'ai commencé à soupçonner le fait que je sois autiste, parce que d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été quelqu'un qui analyse beaucoup, les schémas, puis qui essaie de comprendre le fonctionnement des choses, mais je faisais ça de façon plus interne. Mais à partir du moment où j'ai commencé à soupçonner le fait que je sois autiste, j'ai commencé à m'observer aussi, puis à m'analyser un peu plus d'un point de vue comportemental, donc à analyser mes gestes, mes comportements. Puis il y a à peu près un an, tu sais, où je pensais me connaître quand même pas pire, je me suis rendu compte que quand je suis en colère ou contrarié, irrité, ça peut m'arriver de me frapper aussi. Pas, genre, je me fais pas saigner du nez ou des yeux au beurre noir, là, mais ça va être souvent, mettons, un coup de paume, des coups de paume sur la joue ou sur le front, là, tu sais, un genre de... quelque chose comme ça, tu sais, juste un... Puis ça m'est arrivé, un moment donné, j'ai fait ça, puis j'ai réalisé, tu sais, parce que j'étais plus conscient je me concentrais plus sur mes agissements à ce moment-là. Puis j'ai vraiment été surpris, je fais hey, je viens de me frapper, tu sais, puis j'ai appris ça comme vraiment tard dans ma vie que c'était quelque chose que je faisais. Puis une autre fois, ça m'est arrivé il y a quelques semaines. J'avais un problème d'imprimante, ce qui arrive à tout le monde. Puis là, je cherchais des solutions pour résoudre mon problème d'imprimante. J'étais contrarié, j'étais pas content parce que j'avais ce problème-là. Puis en tapant à l'ordinateur, j'ai regardé mon index. Puis j'ai regardé sur mon index, j'avais mes dents qui étaient imprimées des deux côtés de mon doigt, tu sais, fait que je m'étais mordu assez fort, tu sais, pas assez fort pour saigner puis me faire une plaie vraiment, là, tu sais, là, mais assez fort pour que la trace de dent dans mon doigt, ça y prenne un bon gros, facilement 20 minutes avant que ça disparaisse, fait que je m'étais mordu, mais sans être conscient que je me mordais, puis sans être conscient de la douleur que je me suis infligé. D'ailleurs, par rapport à ça, là, la colère et la douleur, là, j'ai pas de lien sur mon site, je vais en mettre un. Il y a ce petit objet-là qui est un espèce de fidget, là. Ça s'appelle, je pense, un Uchi, que j'ai vu le nom qui donne. C'est juste des petits pics comme ça. Ce qui m'aide beaucoup quand je suis en colère, justement, ça va être ça, parce que souvent, ça, c'est comme des petits pics, dans le fond, puis c'est un peu comme un tapis de fakir, dans le sens que juste un gros pic, tu vas te blesser, ça va te faire mal. Ça, si tu le serres très, très fort, comme ça, ben ça peut te faire mal, tu vas voir, je sais pas si on voit ici, il y a des petites traces dans ma main, mais tu vas pas te blesser, mais tu vas ressentir une certaine douleur, puis j'ai remarqué que souvent, quand je ressens une douleur, ça peut me faire sortir de mon état de colère. Fait que si jamais ça vous... Je pourrais mettre un lien, là, si j'en trouve sur mon site, là, j'ai des petits liens d'affiliés là-dessus. Ouais, c'est ça, c'est un truc qui peut m'aider à sortir de ça. Puis sinon, il y a un autre niveau plus haut que ça, que là, je vais tomber carrément dans ce qu'on appelle un meltdown, mais ça, c'est excessivement rare. Ça m'arrive
moins d'une fois par année. Là. Il peut se passer des fois plusieurs années entre les fois où ça arrive. Puis ça, c'est jamais genre le résultat d'une chose, c'est vraiment une situation qui me met en colère, que j'ai tirée pendant vraiment trop longtemps, puis que généralement que j'ai même essayé de résoudre, puis que ça a pas fonctionné. Ou là, un peu comme quand j'ai un shutdown, je le sens venir, puis je vais aller m'isoler, mais là, je peux devenir vraiment plus agité. Tu sais, des fois, ça peut être genre, des fois, je peux pitcher des affaires. Là, j'essaie de... Tu sais, je lance pas mes guitares parce que ça coûte quand même cher, là, des guitares. Fait que je vais prendre des objets, mettons, genre, juste pour vraiment, comme je parlais tantôt, tu sais, de faire des gestes qui vont aider à sortir cette émotion-là. Ça peut être, mettons, une boîte de Kleenex que je vais lancer, là, qu'une boîte de Kleenex, ça brisera pas rien. Puis si jamais je cassais une boîte de Kleenex, tu sais, ça coûte 2 piastres, là, c'est pas difficile à remplacer. Mais là, ça peut être vraiment, tu sais, puis des fois, je peux, tu sais, vraiment même faire des bruits ou être vraiment plus agité, mais c'est excessivement rare. Puis généralement, justement, je vais vouloir protéger les autres de ça. Fait que je vais aller plus m'isoler pour vivre ça. Mais ça, c'est comme le top, comme je dis. Puis c'est assez rare que ça arrive. Fait que c'est ce qui conclut les questions. Là, je vous avais dit tantôt que je ferais une toune à la fin, fait que je vais arrêter l'enregistrement, je vais enlever mon petit micro, je vais me prendre une petite gorgée d'eau, je vais m'installer, puis je vous fais une petite chanson, je reviens dans quelques instants. Bon, j'ai regardé mes statistiques sur les réseaux sociaux. J'ai vu que la très grande majorité, en fait, des personnes qui sont abonnées, c'est des femmes de 35 ans et plus. Donc, j'ai choisi la chanson que j'allais vous faire en conséquence. Quand on se donne à une femme d'expérience, on met son innocence dans la balance. Elle avait 2 fois mon âge, elle m'a fait faire tout un voyage. Ça s'est passé simplement, sans faire de sentiments. Quand on danse, les paroles n'ont pas d'importance. Nos corps parlent tout seuls. Dans l'immobilité, rien ne peut plus arrêter. 2 corps qui se veulent. Quand on se donne à une femme d'expérience, quand elle vous prend avec son 6e sens, quand on se donne à une femme d'expérience, on met son innocence dans la balance. Au beau milieu de mes 15 ans, je la désirais discrètement. C'était une amie de ma mère, une femme de bonne manière. Elle m'a prise en otage et moi j'ai obéi comme un enfant sage. Mon rêve d'adolescence s'est fait réalité. Oh, on a de la chance. Quand on se donne à une femme d'expérience, quand elle vous prend avec son 6e sens, quand on se donne à une femme d'expérience, on met son innocence dans la balance. Oh, comme un ange dans la nuit, tu m'as ôté mes langes, tu m'as mis au monde, tu m'as donné la vie, tu as fait de moi un homme. Oh, je t'en remercie. On donne à une femme d'expérience, quand elle vous prend avec son 6e sens, quand on se donne à une femme d'expérience, on met son innocence dans la balance. On met son innocence dans la balance.